Tu stresses. Figaro Live, il est 21h, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la lecture du mois du club de lecture du Figaro. Alors, je suis avec Hélène, Salut. qui est l'administratrice et également journaliste au Figaro, et avec Valentine Arama, qui est journaliste au Figaro, mais également, comme moi, membre du club de lecture. Alors, ce mois-ci, on a lu Le Lambeau de Philippe Lançon. Le Lambeau de Philippe Lançon, donc oui, donc c'est le troisième live du club de lecture déjà. Je me souviens que quand le Lambeau est sorti, Valentine était venue me voir en me disant qu'elle avait très envie de lire le livre. Et ça tombe bien parce que les membres du club l'ont choisi comme la lecture du mois de mai. Donc voilà, le Lambeau, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Très vite, il est arrivé dans le classement des meilleures ventes de romans. Donc, on ne va pas vous le cacher, on va être sincère avec vous, la lecture a été assez éprouvante pour nous trois. Voilà, c'est un livre, une lecture difficile. Et si jamais vous êtes avec nous ce soir et que vous l'avez lu, dites-nous comment vous avez vécu cette expérience, si jamais elle a été également douloureuse pour vous, qu'on se soutienne ensemble. Et donc, du coup, Valentine, si tu veux faire le résumé. Je vais résumer donc ce livre qui est un témoignage de 500 pages, donc c'est pas facile à résumer, mais en fait ce livre c'est donc Philippe Lançon qui l'écrit. Il est rescapé de l'attentat de Charlie Hebdo et il nous raconte tout son parcours. Alors revenu d'entre les morts, en fait il nous plonge dans son quotidien qui a précédé l'attentat, mais surtout dans les mois qui l'ont suivi. Et pendant tout un chapitre, il nous raconte aussi l'attaque qui a eu lieu à Charlie Hebdo dans les moindres détails, donc ça aussi qui a été un peu douloureux. Et au fil des pages, il nous explique comment les secours l'ont sorti de ce champ de mort et il évoque sa blessure puisqu'il a été touché à la mâchoire et au menton. Et c'est l'objet de ce livre d'ailleurs, toute sa reconstruction. Merci à tous de nous rejoindre. Vous êtes déjà quelques-uns. On va prendre bien sûr tous vos commentaires. N'hésitez pas à discuter avec nous parce qu'on est vraiment là pour discuter du livre. Le but n'est pas du tout de faire une critique journalistique du livre, mais d'en parler entre lecteurs et donc du club de lecture de Figaro, mais également si vous n'en faites pas partie. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Mais en tout cas, bien sûr, on prend tous les commentaires, les avis. N'hésitez pas à partager. Alors vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre ? Bon, je pense que comme le disait Hélène, comme tu le disais aussi Ophélie, ça a été un livre qui a été difficile à lire parce qu'il est éprouvant. C'est le témoignage de quelqu'un qui survit à un attentat. On a toute la scène de l'attentat, de l'attaque djihadiste qui est raconté dans les moindres détails, donc c'est un peu éprouvant. Et puis ce que je disais, qui est assez contradictoire en fait dans ce livre, c'est que Philippe Lançon, donc qui a la mâchoire détruite, ne peut plus parler, et il est pendant toute la durée du livre, pratiquement, tout le long du livre, muré dans le silence, et pourtant on est dans sa tête, dans les moindres détails, on sait tout de ce qu'il pense, de ce qu'il vit, et donc on le prend un peu pour nous aussi. C'est un peu difficile aussi. On est vraiment témoin, c'est vrai, de ses angoisses, de toutes ses pensées et aussi de ses ressentis physiques, psychologiques. On est témoin. En tant que lecteur, il est très fort là-dessus, ce témoignage. Il y a un peu une dimension littéraire dans ce témoignage. Ça met une sorte de filtre un peu, et en même temps, ça rend pas la lecture forcément plus facile. Comme tu dis, c'est vraiment éprouvant. Selon moi, il a un peu divisé en deux parties, ce bouquin. Première partie avant l'attentat, deuxième partie après l'attentat. Et il faut savoir que le livre ne s'ouvre pas sur l'attentat, il s'ouvre la veille, lorsque l'auteur fait une sortie au théâtre avec une amie, et ce passage, donc c'est l'un des premiers du bouquin, est très fort parce qu'on sait en tant que lecteur que dans quelques heures sa vie va basculer, et on assiste à ça à un moment très banal comme vous et moi pouvons le vivre. Et voilà, j'ai trouvé ce moment déjà très très éprouvant. Justement, je vais rebondir là-dessus. Alors juste avant, pense bien à parler dans le micro, Hélène. J'ai peur qu'on ne t'entende pas tout le temps, surtout quand tu retournes la tête. Alors en fait, moi, vraiment, ce livre, ça a été très difficile parce qu'en fait, je vais déjà le dire, j'ai pu en lire vraiment que 40-45 pages. Après, j'ai abandonné, j'ai pas d'autres mots, j'ai jeté l'éponge, j'ai pas réussi. J'ai lu ces 40 pages, donc la partie dont tu parles, qui est en fait toute cette partie où il parle de l'attentat, il dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et ça a été tellement éprouvant qu'en fait, moi, j'ai pas pu. Alors déjà, il faut savoir que j'avais pas
vraiment envie de lire le livre à la base. J'avoue que dans la liste, quand j'ai vu qu'on avait voté pour, d'ailleurs, vous pouvez le voir dans le live précédent, je suis... Elle s'en est pas cachée. Je suis ravie. Non, pas le lambin. Non, mais c'est vrai que j'étais pas prête. En fait, je savais déjà avant de commencer le livre que j'étais pas prête à le lire. Et effectivement, en le lisant, j'étais pas prête à le lire. Est-ce Donc, que tu peux nous dire un peu pourquoi ? Parce que c'est vrai que nous sommes toutes les trois journalistes et c'est vrai qu'il y a forcément une répercussion. Est-ce que tu peux un peu nous dire pourquoi ? Après, j'ai un peu réfléchi. Je suis pas sûre à 200% que ce soit que ça. Je pense qu'après, on a chacun eu notre vécu de ces attentats et surtout celui-ci qui était un peu quand même le premier fort qu'il y a eu. Mais moi, à l'époque, je préparais l'école de journalisme et donc 6 mois après, j'avais mes concours sur l'actualité et donc sur Charlie Hebdo. Donc en fait, pour moi, l'attentat de Charlie Hebdo, c'était à la fois quelque chose... j'étais en stage à ce moment-là, c'était pas facile. Il y avait ce côté où je suis journaliste et il faut que... je pense au fait que je puisse être attaquée. Alors, je risque rien, mais bon, malgré tout, il y a ce truc qui fait qu'on s'identifie. Et après, en plus, il a fallu que j'apprenne tout par cœur, que je bachote en fait Charlie Hebdo pour les concours. Et ça, c'était vraiment difficile. Donc c'est vrai que pour moi, ça reste un moment que j'ai pas... je le connais bien et j'ai pas envie de le revivre. C'est trop tôt. Je suis pas prête pour ça. Toi aussi, tu disais là, le revivre en plus, là on est vraiment dans l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on revit pas simplement les attentats, les détails, les noms des morts, on est vraiment avec eux dans cette salle où ils ont fait leur conférence de rédaction quelques minutes plus tôt avant que le drame ne se passe, et bon, c'est aussi la beauté et ce pourquoi ce livre est bouleversant. On a tous les détails et on rentre dans un réel qui, je pense, on n'en avait peut-être pas idée à quel point c'était horrible et douloureux. Et dans le micro, oui. Valentine. Et je pense aussi que ce réel-là, on n'en avait pas forcément conscience. Tout à fait. Et il est aussi éprouvant. Tout à fait. Et c'est vrai que donc du coup, tu n'as pas lu les 3-4 pages qui parlent de l'attentat. Alors j'avoue, j'ai un peu survolé quand même. Alors j'ai lu quelques lignes par-ci par-là. J'ai lu aussi, j'ai quand même survolé le livre jusqu'à la fin. J'ai lu la dernière ligne parce que comme on avait le live, je me suis quand même dit allez, vas-y, tu peux le faire. Mais j'ai vraiment survolé, donc je considère pas ça comme étant lire le livre. Après, c'est vrai que moi, plus j'avançais dans le roman, c'est vrai que avant même de le lire, j'en avais beaucoup entendu parler de ce passage comme quoi il était terrifiant, comme quoi c'était très dur. Donc plus j'avançais dans le bouquin et plus je le redoutais. Et donc il est arrivé. Donc ces 3-4 pages, oui, sincèrement, sont intenables. Elles sont vraiment très dures. Et comme tu dis très bien, Valentine, c'est qu'en effet, on a lu beaucoup d'articles sur l'attentat de Charlie Hebdo, on a entendu beaucoup de témoignages écrits, oraux, des documentaires. Mais là, on assiste vraiment à la scène parce que la personne y était, c'est quelqu'un qui était là, réellement là. Et du coup, ça change tout en fait. C'est vrai que ça change beaucoup, beaucoup. Alors, dans les commentaires, on commence à avoir des questions. Donc, je pense Pascal Vertemar, j'espère que je n'écorche pas le nom, je risque de le faire beaucoup ce soir, mais je vais essayer de pas le faire. Oui, donc, qui demande, n'est-ce pas trop difficile de ressortir émotionnellement de cette lecture ? Donc, je pense qu'on a un peu partiellement répondu. C'est pas simple. Enfin, nous, en tout cas, on n'était pas prêtes. Je pense que c'est vraiment un livre, si on le prend, qu'on est prêt et qu'on veut le lire, on s'attend à ce qu'on va trouver, et je pense que c'est du coup à ce moment-là une bonne lecture. Si on est comme nous, du coup, pas prêt. C'est pas le genre de bouquin qu'on prend au hasard, comme ça, dans un rayon de librairie. On lit 3 pages et on se dit « Ah ouais, je vais lire la suite !» Non. ça dépend vraiment de l'état d'esprit. Après, c'est vrai que c'est un bouquin qui est essentiel. On en reparlera après. Il y a beaucoup, beaucoup de points positifs, notamment l'écriture qui est très belle. On va en reparler après. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut être dans un état d'esprit. Il faut être prêt, c'est vrai. Je pense qu'on n'en ressort pas indemne. Là, c'est vraiment la question. On n'en ressort pas indemne à partir du moment où on est bouleversé, et on ne peut que l'être parce que le thème déjà est bouleversant. Et en plus, l'écriture souligne ça, et les détails dans lesquels on rentre, et tout ce qui fait qu'on est dans ce livre avec le personnage. On devient parfois même un peu le personnage. C'est vrai moi, c'est le sentiment que j'ai eu en tout cas sur ce livre, c'est que parfois j'avais l'impression qu'il sortait de lui-même pour nous raconter des moments, des opérations, parce qu'on est aussi, là on parlait beaucoup de l'attentat. Voilà, on va passer à la deuxième partie en effet. Et c'est ça aussi peut-être qui fait qu'on ressort pas tout à fait indemne, c'est qu'on est toujours plongé avec le personnage dans tout ce qui lui arrive
chaque jour et après l'attentat. Les 9 mois qui passent à l'hôpital après l'attentat, donc là on passe vraiment dans la deuxième partie du livre. Donc voilà, c'est ces 9 mois, comme tu disais, de reconstruction physique et psychologique. Là on est vraiment dans un huis clos, on est dans l'hôpital, on le suit avec les opérations, il y en a 17 au total je crois. Et là, en effet, on est vraiment dans sa tête, on sent à quel point il a mal, à quel point il est mal psychologiquement. Et il y a aussi toute sa relation en fait avec les soignants autour de lui, aussi ses proches, parce que voilà, c'est compliqué aussi. Comment réagir quand un proche vit une chose aussi horrible, et les relations donc avec les aides-soignants, les relations avec ses collègues, les relations avec ses proches. Voilà, il y a aussi une dimension humaine qui est très intéressante dans cette deuxième partie. Alors là, il commence à y avoir un petit débat dans les commentaires qui... Enfin, du coup, ça a déjà été un débat autour du livre, des gens qui disent qu'en fait, le livre a été publié pour de l'argent. En le lisant vraiment, non. C'est une extériorisation, C'est un très mal prononcé. En fait, c'est un exutoire. ce livre. C'est quelque chose qu'il a eu besoin de sortir. Et je pense qu'en tant que journaliste, quand on est habitué à écrire et à partager, surtout que lui, il était critique pour Libération, donc il y a un côté où il partageait son avis de manière tout le temps, en fait. C'était son travail. Il y a cette constante où il a eu besoin de le sortir, quoi. C'était sa manière de le... attendez, vous savez quoi, je vais lire même mon extrait du Lambeau, je pense que c'est le moment. Avant que tu le Mais ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il faut pas oublier que pendant les 9 mois où il est à l'hôpital, il peut pas parler à cause de sa mâchoire, donc je pense à cause de sa mâchoire, de son menton, il peut discuter, enfin il peut communiquer avec les gens qu'en parlant avec sur un tableau, Velleda avec un feutre, et du coup, moi qui aime bien parler, je me dis, ça doit être difficile de pas parler pendant 10 mois, 9 mois, je pense il y a des choses qu'on a besoin de sortir après aussi. Et puis qu'on peut pas exprimer à l'oral autrement, ça. Ouais, voilà, tout à fait. Je pense que la majorité des choses qu'il a ressenties, il ne pouvait les exprimer que à l'écrit à travers ses mots, et comme tu l'as dit, Ophélie, c'est son métier, c'est sa passion, l'écriture, donc... Puis il y a une forme d'hommage aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Alors on a Claire Clornut qui demande: avez-vous eu l'impression que l'auteur a écrit ce livre pour se reconstruire ? Oui. Alors en fait, je vais lire un petit passage, c'est tout petit, mais et c'est dans les 40 pages que j'ai lues, donc voilà. Mais c'est un passage qui m'a vraiment touchée parce que c'est quelque chose que je comprends déjà, et en plus c'est vraiment, je pense que ça parle de sa démarche en fait derrière le livre. Donc il parle de la pièce donc La Nuit des Rois, qu'il a été voir la veille de l'attentat. En fait, le livre commence là-dessus. Et donc, il allait écrire ensuite une critique de cette pièce. Donc là, il parle de ça, en fait. Donc il dit: ce résumé approximatif de la pièce, je ne l'aurais jamais écrit comme ça dans un article, car j'aurais eu trop peur de perdre mes lecteurs en route. D'ailleurs, quel article aurais-je écrit ? Sur quoi aurais-je insisté ? Peut-être aurais-je précisé que, comme Olivia, il m'était arrivé pendant le spectacle de confondre Viola et Sébastien, de ne plus savoir qui était qui, et par conséquent de ne plus trop comprendre ce à quoi j'étais en train d'assister. Était-ce dû à la mise en scène, au texte, à sa traduction, à moi-même, au vin, à la charcuterie, à l'hiver ? Comme souvent, je n'en savais rien, et j'écrivais aussi pour le découvrir. Du coup, oui, t'as raison, ça résume très bien sa démarche, en fait. Tout à fait. C'est ça, pour moi, il écrit pour découvrir, il écrit pour comprendre. Et c'est quelque chose qu'il dit tout le temps dans le livre. Il écrit pour comprendre, pour essayer de mettre du sens, pour essayer de mettre des mots. Passer à autre chose aussi, peut-être. C'est ça, c'est très clair en lisant, en fait. Donc, à ceux qui disent ça dans les commentaires, je pense vraiment que vous devriez le lire parce que je pense que c'est impossible de sortir de ce livre en ayant le moindre doute là-dessus, en fait. Oui. Alors, on a d'autres commentaires. Donc en fait on a Abdou Bakrine Assadek Amadahi Hadi, je suis vraiment désolée, c'est très long. J'essaie de ne pas l'écorcher. Ça doit être très émouvant de lire ces 500 pages. Oui, vraiment, c'est un gros livre. Oui. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? C'est vrai que c'est très dense, il y a quelques longueurs dans l'écriture. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est une très belle écriture. Donc voilà, c'est vrai que oui, c'est un peu long à lire 500 pages. Et puis ces 500 pages, c'est assez lourd en fait à lire aussi. Donc oui, ça passe pas vite. Mais
Puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de digressions dans le livre. Souvent, d'ailleurs, en fait, il a il a des béquilles. C'est une métaphore, je ne sais pas si elle est bien choisie, mais il s'aide de la littérature, de la musique qu'il écoute pour expliquer des moments de sa vie, dire que telle chose lui rappelle telle chose, etc. Et donc, il y a beaucoup de digressions. On est souvent renvoyé dans son passé, où il nous raconte. Enfin, il y a des ellipses, etc. C'est assez intense à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est long. Mais est-ce qu'on aurait pu faire sans ? Parce que c'est déjà tellement intense. En effet. Sans ces digressions-là. Un peu de légèreté, en effet. Voilà, sur parfois, les œuvres je trouvais que ça aidait justement Ça met de à la distance. souffler et à se dire on parle pas qu'il n'y a pas que des termes médicaux, on parle pas que de l'hôpital, des blocs opératoires. Enfin, parfois, il y avait des choses un peu plus légères où on apprenait un peu mieux qui il était. Et c'est un témoignage sur lui et sa vie. Donc, je pense que ça avait son importance dans le livre. Surtout que moi, je trouve que c'est un témoignage vraiment très précieux parce que qu'on aime le livre ou pas, du coup, qu'on arrive à le lire ou pas, il est vraiment tout le temps dans l'honnêteté, pas de mensonge, quelque chose. Enfin, il a vraiment un style presque très dur vis-à-vis de lui-même. Il a aucune pitié en fait avec lui-même ou les autres. Il a une sorte de regard, mais je sais pas, très clair, très cru. Oui, Sur- il y a quelque chose qui m'a marqué, en effet, c'est qu'il n'est jamais dans la plainte. Et les rares moments où il dit qu'il souffre, qu'il a mal, c'est très très rare. Alors qu'en effet, on le rappelle, sa mâchoire est totalement détruite. Il fait 17 opérations, donc voilà. Sa main aussi, enfin, c'est vrai que je ne le mentionnais pas tout à l'heure, mais il a la main entièrement détruite. Il faut aussi lui reconstruire la main. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il ne peut pas parler, mais au début, il a aussi du mal à écrire parce qu'il tient difficilement le stylo. Donc oui, il n'y a pas que la bouche, mais tout ça. Mais il n'est pas dans la plainte, c'est vrai Non. que... À aucun moment. Alors, on a Christophe Tixier qui demande où on peut se procurer le livre. Alors, n'importe où, que ce soit en ligne, surtout sur des que, sites type Amazon, il marche très bien. Fnac, Donc, il marche bien. Dans toutes les librairies, je pense ici. que vous allez le trouver dans les premiers rayons, surtout en roman français. Oui, ça va être facilement Il n'y a trouvable. pas de souci, ils vont rentrer n'importe où, normalement, ils l'ont. Enfin, je ne veux pas trop m'avancer, mais a priori, c'est quand même plutôt sûr. Alors, on a Claire Cornut qui demande quels sont les écrivains sur lesquels il s'appuie pour s'exprimer. Alors, ils sont très nombreux. Beaucoup. Alors, beaucoup Shakespeare. Beaucoup Shakespeare, oui. parce que du coup, comme il commence le livre en ouvrant sur La Nuit des Rois, qu'il a été voir au théâtre, et de manière générale, il revient énormément sur Shakespeare. Il centre vraiment beaucoup de choses autour de cette pièce et de ce qu'il a pu en voir. D'ailleurs, justement, dans mon passage, il y a beaucoup alors, il parle beaucoup d'auteurs et d'ouvrages, donc comme ça, tout à l'heure, c'est l'occasion. Alors, il est un peu plus long que le tien, Ophélie, mais beaucoup d'auteurs, donc ça fera plaisir à Claire, j'espère. Alors, donc, en fait, il explique, juste pour commencer ce passage, en fait, il explique qu'il est en vacances. Et il écrit... Sur les plages proches de Cambrils, je lisais tantôt Balzac, tantôt Sas. J'aimais beaucoup Vautrin et Félix de Vandenesse, beaucoup moins Rastignac et Rubempré, et j'aimais Malco, le prince espion et pornographe de Gérard de Villiers, celui qui défendait l'Occident contre les Rouges. Les monstres de Balzac rejoignaient ceux de Gérard de Villiers, avec un grand naturel entre les ventres et les bikinis. Je ne regrette pas ces années-là, marquées par le malaise, mais je les regrette au moins pour deux choses. L'isolement que procurait la lecture en toutes circonstances et l'absence de bon et de mauvais goût. L'esprit ne faisait pas plus le difficile que l'appétit de Balzac, où mon estomac remplit en fin d'après-midi, quand la brise de mer adoucit l'air, par un cornet de churros bien gras. J'écris pour me souvenir de cela aussi, de tout ce que j'ai failli oublier, de tout ce que j'ai perdu, en sachant que je l'ai tout de même oublié ou perdu. Il m'était arrivé, comme tout le monde, de le perdre et de le retrouver brutalement, sans y être préparé, mais la continuité de la vie me protégeait de tout ce qu'il n'y avait de menace dans ces éclairs remémoratifs. Le 7 janvier a mis une menace au premier plan, chaque jour, chaque minute, dans chaque détail. Depuis, à chaque attentat, j'ai un peu plus la certitude que je mourrai dans un monde où les héros de Balzac n'existeront plus pour personne, où personne ne lira plus un roman vulgaire de Gérard de Villiers sur une plage espagnole en été, comme les précédents, les attentats de Barcelone et de Cambrils, m'éloignent dans une histoire où, une fois les bougies éteintes et les petits cœurs rangés, tout le monde fait comme si rien n'avait eu lieu. Comment faire autrement et comme si ces tueurs n'étaient pas une conséquence désastreuse de ce que nous sommes, de ce que nous vivons.
Pardon, c'est un beau passage, mais t'as l'air très voilà. malade. Non, mais je suis très malade, donc c'est compliqué. De le lire, j'étais en train de me dire qu'en fait, ça sera un livre très bien en audio-livre. Parce que, non, mais c'est vrai. Un peu moins malade, peut-être. Oui, peut-être. Mais peut-être qu'on est... Alors, tu vois, parce que peut-être que t'as pas réussi à le lire, mais peut-être qu'en l'écoutant, avec un différent format, non. Ok, j'insiste plus. Non, mais en fait, je pense que je fais vraiment j'ai rarement eu ça. Je fais un blocage du livre. Je pense que ça n'aide pas qu'on ait lu le livre de Gabrielle Talente le mois dernier. Ah oui, parce que du coup, en termes d'enchaînement, j'avoue que c'est pas facile. Mais on a une bonne nouvelle pour la prochaine. On vous le dira à la fin. Mais voilà, bon, on reste sur le lambeau. On va être sur des plus légers. Mais en tout cas. D'ailleurs, justement, en parlant de Gabrielle Talente, moi j'ai vraiment envie d'ailleurs de comparer Philippe Lançon à Gabrielle Talente. Je trouve que c'est impossible de faire autrement. C'est deux livres très très difficiles qui racontent des choses très difficiles d'une manière complètement différente. Et alors que Gabrielle Talente a été une lecture mais difficile, mais vraiment 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 difficile, je n'ai pas pu lâcher le bouquin. Il fallait que je le reprenne, que je le rouvre et que je le finisse. Alors que là, le Lambeau, eh ben, j'ai pas réussi. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est beaucoup plus proche de moi et donc je pouvais pas. Si le style est peut-être différent et celui du coup de Gabrielle Talente m'a plus convenu. C'est vrai quand même au niveau du style de Gabrielle Talente, on était sur quelque chose de très 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 haut dans la littérature. Là, on est sur un beau style, notamment des très beaux portraits, je trouve. Oui, très très beaux portraits. On en parle de ça. Oui. Voilà. Après, j'ai trouvé que dans la manière de raconter les choses, c'était beaucoup plus cru et moins poétique que Gabrielle Talente, ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai pu digérer la violence dans Gabrielle Talente, en plus en sachant que c'était de la fiction, mais ouais, c'était quand même tellement réaliste que j'avais du mal à prendre ça que pour la fiction. Mais en tout cas, avec Le Lambeau, le style pour moi m'emprisonnait trop dans ce qu'il racontait en fait, et du coup j'ai pas pu m'évader et j'ai pas pu lire. Et puis il y a autre chose quand même, c'est que dans le My Absolute Darling il y a un espoir quand même pour Turtle. Voilà. Bon, si vous l'avez pas lu ce livre, on vous invite vraiment à lire. C'est notre lecture du mois d'avril. Du coup, on a beaucoup aimé, et c'est vrai que Turtle, il y a un espoir qu'elle puisse en sortir. Là, Philippe Lançon, on a l'espoir qu'il va réussir à s'en sortir avec le temps psychologiquement, mais... Et on sait que c'est le cas quelque part, oui. Parce que... Mais c'est sûr qu'on sait que la charge émotionnelle et mentale va rester marquée à vie. Mais tu parlais des personnages, Ophélie, en disant qu'il y avait des très très beaux portraits. Je ne sais pas si les lecteurs, ceux qui ont peut-être lu Le Lambeau, moi, parce qu'on parle que de pas choses... à partager d'ailleurs si vous l'avez lu, que vous avez votre avis sur la question. D'ailleurs, on a Aboubakrine Assadek Ag Hadi, désolée, vraiment j'ai du mal, utilise-t-il un humour, un peu d'humour en fait pour rendre plus digeste la lecture? Justement, j'allais dire, on parle que de choses bouleversantes depuis tout à l'heure, mais il y a une chose qui m'a fait énormément rire, c'est le portrait qu'il fait de François Hollande. Alors je n'étais pas allée jusque-là, mais c'est à mourir de rire parce que déjà on retrouve notre ancien président de la République avec ses petites blagues grivoises, appréciées ou pas appréciées d'ailleurs, peu importe, mais il dépeint un portrait de lui qui est vraiment rigolo. T'as raison, oui. En fait, bon, je spoil un peu, mais je dis pas tout, mais en quelques mots, François Hollande vient rendre visite à Philippe Lançon à l'hôpital, et il a un petit... Il aime bien la chirurgienne elle lui plaît bien, la chirurgienne elle lui tape dans l'œil, la chirurgienne de Philippe Lançon, et il ne se prive pas de faire une petite blague, et même il lui en reparlera quelques mois plus tard, donc ça l'a vraiment marqué. Et ça, il le raconte avec une légèreté, c'est très très bien raconté, et ça, c'est très drôle. Oui, je suis d'accord avec toi, que moi aussi, il m'a fait beaucoup rire ce passage, et en effet, en plus, ça tombe un peu comme ça, et on s'y attend pas, entre deux opérations, on est bon, bah d'accord, et c'est vrai que oui, c'est une vraie respiration dans le bouquin, ce passage, t'as raison. Voilà. Et en parlant de la chirurgienne, alors moi c'est un des portraits que j'ai préféré dans ce livre, donc Chloé, donc, qui est un peu décrite comme une femme sévère, assez dure, et en même temps très très rassurante, parce que c'est elle qui va le suivre pendant toutes ses opérations, pendant sa reconstruction, et en fait, il va nouer avec elle une relation très intense, presque vitale. D'ailleurs, voilà, ça va même poser quelques problèmes relationnels aussi avec sa compagne de l'époque. Et puis, au-delà de Chloé, il y a aussi
tout le personnel hospitalier qui est très très bien présenté, avec ses forces, sa patience et aussi ses faiblesses, pour nous rappeler quand même que ce ne sont pas des dieux, ces personnes, ce sont juste des êtres humains, et qu'on a un peu tendance à l'oublier parfois selon les circonstances, que voilà, ce sont des gens comme nous, ils ont droit aussi à l'erreur comme tout le monde, et ils ont aussi leurs faiblesses. Mais je t'interromps juste une seconde, parce qu'il y a Grabe Christine qui dit qu'à travers le livre, on s'aperçoit qu'il est entouré par plusieurs personnes, équipe médicale, la police, sa famille, mais qu'il est aussi très seul à l'intérieur de lui. On le ressent bien, et notamment à la fin du livre, où petit à petit, il doit reprendre sa vie d'avant l'attentat. Alors, je précise juste rapidement, on parle de tout ça... je vois pas comment on peut vraiment spoiler ce livre, donc je me permets de lire tous les commentaires. Je pense pas qu'on peut vraiment spoiler le livre. Non, c'est un témoignage de toute façon. Voilà, donc il y a pas, c'est pas, enfin, vous risquez pas d'être, il y a pas de rebondissement. Enfin, on connaît là, la ça fin, ne s'applique pas. le début et la fin, malheureusement. Voilà, donc je me permets de lire des commentaires assez précis sur l'intrigue. Qui d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'intrigue quand c'est une vraie histoire? Enfin, c'est compliqué, hein, toujours de. Oui, est-ce qu'on peut apposer les termes qu'on aurait pour un roman à ce genre de témoignage? C'est un peu difficile. Mais non, je pense pas que Ophélie, tu spoil quoi que ce soit. Voilà, donc je me permets de partager les commentaires. Oui. Mais tu parlais, Hélène, du monde hospitalier, et des personnages. Et il y a encore une fois plein de moments où on est renvoyé au réel, et notamment un moment où en fait il décrit donc tous ces plâtres, tout ce qui le recouvre en fait, et pour aller se doucher on lui met des sacs plastiques, et en fait c'est assez étonnant parce que on est très vite renvoyé au réel et au fait que le monde hospitalier n'a pas nécessairement beaucoup d'argent, parce qu'il le dit lui-même, oui en fait l'hôpital est fauché, donc le seul moyen de me couvrir c'est de me mettre des sacs poubelles sur mes plâtres, mes blessures, mes pansements, etc. Et j'ai trouvé ce genre de petites touches qu'il apporte, mais de manière très légère, assez intéressante, parce qu'elles apportent beaucoup, et on sent que c'est vrai, encore une fois, qu'on est vraiment dans ce réel-là, quoi. Bonjour Philippe Di Maria, donc qui me dit bonjour particulièrement. N'hésitez pas à partager avec nous si vous avez lu ce livre. D'ailleurs, vous tous, n'hésitez pas à partager. Donc, si vous avez le livre ou si vous ne l'avez pas lu, si vous ne l'avez pas fini, vous avez commencé. Voilà, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. Alors, par exemple, on a Benoît Robin qui dit que c'est un excellent livre avec une acuité particulière sur un drame vécu de l'intérieur, et qui précise que la description de l'attentat est saisissante. Donc, saisissante et intenable, hein, quand même. Hein. C'est glaçante. Oui, glaçante. C'est 3-4 pages, il faut se tenir quand même. Hein. Je vais juste rebondir sur le milieu hospitalier dont on parlait pour lire mon passage. À chaque fois, on saisit les occasions. Oui, ils ont été bien amenés. Parce que pour le coup, on parlait de vocabulaire donc sur l'hôpital, etc. Et on comprend aussi pourquoi ce livre s'appelle Le Lambeau, ce qui n'est pas rien. Chloé a pris mon carnet et mon stylo et m'a donné un cours dont j'étais le sujet. C'était un soir, assez tard. Elle avait mis tous les visiteurs dehors. Ils ont attendu 50 minutes dans le couloir. Mes parents étaient mécontents et fatigués. D'autres sont partis. Personne n'osait rien dire. C'est ce soir-là, je crois, qu'elle m'a parlé de sa famille et, avec ce sourire qui mettait tout à distance, de quelques-uns de ses chagrins. La chambre est aussi un confessionnal, un lieu voué au secret. Je n'en parlerai pas. Elle espérait encore conserver les tissus et les bouts de mâchoire intacts. Elle voulait réduire peu à peu la plaie et effectuer des greffes. La perte de substance était importante, mais ne semblait pas rédhibitoire. Puis Chloé préférait toujours aider la nature plutôt que lui faire violence. Elle m'a dit « La nature est meilleure chirurgienne que moi ». En suivant ce processus, a-t-elle poursuivi, il y en aurait pour des mois d'intervention, de pompage, de sérosité, de cicatrisation, mais elle paraissait confiante. 10 jours après l'explication, l'option fut abandonnée. La balle avait brûlé trop de tissus et d'os pour qu'on puisse ne pas les remplacer. Chloé m'a longuement expliqué, avec de petits dessins sur mon carnet, en quoi consistait l'autre option, celle du péroné. Elle m'a précisé comment la décision serait prise en staff, après des échanges serrés d'arguments. La greffe du péroné était depuis plusieurs années pratiquée, d'abord sur les cancéreux de la mâchoire et de la bouche, principaux patients du service. On lui donnait aussi un autre nom et un autre soir, pour la première fois, et j'ai entendu sortir de la bouche de Chloé le mot qui allait désormais en grande partie me caractériser, le lambeau. On allait me faire un lambeau. Oui, pas facile. Passage difficile. Passage difficile. Alors oui, c'est pas le plus léger, en effet, mais pour vous dire à quel point, en effet, là c'est vraiment donc la deuxième partie du roman, donc c'est 9 mois où il va
Donc voilà, essayer de se reconstruire physiquement, qu'on suit toutes ces opérations. Il y a beaucoup de vocabulaire donc voilà, de la médecine, parfois des vocabulaires, un vocabulaire que nous, on ne connaît pas trop. Il faut avoir son dico à côté de soi. Mais et je l'ai trouvé aussi très intéressant. Alors on a Grabé Christine qui dit qu'il y a un décalage entre ce qu'il ressent lui comme un sentiment et sur ce que les personnes proches de lui ressentent. Oui, alors c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça très intéressant, le côté psychologique de la reconstruction. Et il est très fort là-dessus. Si on peut parler un peu de l'écriture, c'est que j'ai rarement ressenti une telle proximité avec un personnage, donc là c'est l'auteur en l'occurrence, pour décrire ses sentiments émotionnels et physiques. Et surtout sur le plan psychologique, c'est assez dingue parce qu'en effet, il a vraiment les mots. On le voit nous expliquer que voilà, ses proches essayent de lui venir en aide, de le soutenir, d'être là pour lui. Et en fait, on assiste à lui, donc à ses pensées. Il dit, mais en fait, laissez-moi tout seul. Limite, c'est un peu ça, en fait. Je ne peux pas, là. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force d'être avec vous. J'ai besoin d'être tout seul. Et en effet, on a l'impression qu'il les rejette. Et c'est dur d'assister à ça parce qu'on se met un peu à la place de ses proches. On se dit, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, si un de nos proches avait vécu une telle chose et on aurait voulu l'aider. Et en fait, on est totalement impuissant. C'est ce qu'il nous explique et c'est dur aussi. C'est très dur. C'est vrai. Alors on a d'ailleurs Christine demande s'il a repris ses activités de journaliste à Charlie Hebdo. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs dans l'ouvrage déjà, en fait même quand il est hospitalisé, il recommence à écrire. Comme on le sait, le journal, Charlie Hebdo n'a pas arrêté ses publications. Une semaine après l'attentat, ils sortaient leur numéro, dont je pense qu'on se rappelle tous de la une de ce numéro qui était verte avec marqué "Tout est pardonné". Et Philippe Lançon a écrit un texte pour ce numéro-là, un long texte où il hésite, il le raconte dans le livre, j'hésite, est-ce que c'est une bonne idée de le publier, de ne pas le publier, et puis finalement il dit qu'il l'a envoyé à la directrice de la rédaction, je crois, à quelqu'un dont il est assez proche en plus. Et elle lui laisse pas trop le choix, elle lui dit c'est publié demain, je crois. Bon, peut-être qu'il a aussi publié dans Libération, mais en tout cas, je sais qu'il a publié très vite après, et puis il a continué de faire ses critiques. Il le dit à la fin du livre, il continue de faire ses critiques pour Charlie, et ses éditos, comme il continue de le faire pour Libération, je crois aussi. Je crois aussi, oui. C'est là où on comprend que c'est un passionné, il a besoin de ça. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que je me souviens maintenant du passage où il dit « Est-ce que je le fais ou pas ? Est-ce que j'écris cette chronique ?» Et en fait, je pense qu'il s'est posé la même question pour ce bouquin. Je pense qu'il a dû demander à ses proches, à ses collègues « Est-ce que je sors ce livre ou pas ? J'en ai besoin, mais est-ce que vous pensez que ça va bien être reçu par la critique et par les gens ?» Et la preuve que voilà, c'est... Ça crée... D'ailleurs, on a beaucoup de commentaires qui souhaitent le meilleur en fait à Philippe Lançon. Beaucoup de commentaires que je vois beaucoup passer depuis tout à l'heure. Claudine Dupont, Daniel Merki. Donc il y a vraiment une réception du livre, ou en tout cas une envie de compréhension de sa démarche en tout cas. Et on a Abou Bakrine qui demande comment il se sent aujourd'hui. Est-ce que... à la fin du livre, vous qui l'avez lu, pas moi, vous qui l'avez lu, est-ce qu'il en parle un peu ou est-ce que... C'est de dire comment il se sent aujourd'hui, ce serait un peu délicat, et puis en fait on le sait pas vraiment. On sait simplement qu'il s'en est sorti, que ses opérations ont abouti, que la greffe a pris. Après, savoir vraiment dans le détail comment il se sent au quotidien, est-ce qu'il a mal, il explique en tout cas dans le livre qu'il a dû tout réapprendre, à parler, à boire, à manger, parce que il raconte une scène à un moment où il va chez sa kiné ou chez sa psy, je sais plus, mais où il explique qu'il se rend compte qu'il y a du sang qui coule sur sa chemise blanche, et en fait c'est pas un abcès, mais il a un trou qui s'est reformé dans la joue, et donc il est obligé de retourner aux Invalides à l'hôpital où il est. Voilà, donc en fait on a comme ça des petites bribes pour savoir comment ça s'est passé pour lui après qu'il soit sorti quand il est à la limite de sortir de l'hôpital et quand il sort de l'hôpital. Mais en tout cas, depuis, à part la promotion du livre, je crois pas qu'il ait beaucoup reparlé de lui, et je crois pas qu'il ait très envie de... Il y a eu une interview dans le Figaro, d'ailleurs, un bel entretien. C'est Alexandre Devecchio, je crois, qui l'a fait. Et en fait,
on a l'impression, en lisant l'interview, de lire le bouquin. On a l'impression qu'il est dans le même état d'esprit. Et il dit notamment, parce que j'ai vu un des commentaires qui demandait s'il y avait encore de la colère. Alors moi, j'ai pas ressenti de colère dans ce livre. Et je crois que d'ailleurs, il insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il dit qu'il pardonne. Et ça aussi, c'est quand même très courageux. Et c'est là où je pense que ce livre est également essentiel. C'est que si lui, un témoin de ce massacre, dit qu'il pardonne, c'est quand même un beau message de sagesse. Il n'y a pas de colère, il y a juste de la peur. C'est ce qu'il expliquait à la fin du livre, où parfois il s'en veut, mais malheureusement, il a des espèces de sentiments de peur qu'il n'arrive pas trop à contrôler envers des gens ou des situations. Et ça, il l'explique à plusieurs reprises. Et on sent on sent qu'il y a une culpabilisation là-dessus. Mais sinon... Pas du tout de colère, non, moi non plus, j'ai pas du tout ressenti de la colère. On a Patricia Renaud d'ailleurs qui nous dit qu'elle va lire le livre, alors n'hésitez pas à venir partager avec nous ce que vous en avez ressenti sur le club de lecture du Figaro sur Facebook, après, parce que on prend vraiment tous les avis sur ci, parce que moi du coup j'en ai eu une expérience tellement difficile que j'aimerais bien avoir le retour de gens qui l'ont vraiment apprécié, qui l'ont lu jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous faites partie de ces personnes-là, n'hésitez pas à nous le dire, parce que je trouve que ça manque encore un petit peu là. Nous on partage beaucoup, mais il nous manque quelqu'un qui va nous dire ce livre c'était incroyable et j'avais besoin de le lire. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas ce serait super si vous pouviez partager avec nous si c'est le cas pour vous. Alors on a Claire Cornuc qui demande pourquoi le lambeau. Alors on en a parlé un tout petit peu juste avant. Du coup, très succinctement, pourquoi le lambeau ? Donc le lambeau, si j'ai bien compris, c'est ce qui décrit un peu l'opération. En fait, c'est sa greffe de la mâchoire qui rappelons-le, donc voilà, c'est lors de l'attentat, il s'est pris une balle en fait, et voilà, donc sa mâchoire est totalement détruite, son menton aussi, donc en fait il n'a plus cette partie du visage, et donc dit cette opération pendant ces 9 mois de convalescence, et le lambeau, si j'ai bien compris, c'est ça, c'est la greffe, la reconstruction de sa mâchoire et de son menton. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans ton passage, Hélène lisait un passage tout à l'heure là-dessus, où en fait c'est un morceau de peau, si j'ai bien compris, qu'ils ont pris de son péroné et qu'ils ont apposé sur son visage, comme tu disais, comme une greffe. Et en fait, dans ces cas-là, on parle d'un lambeau de peau ou d'un lambeau tout court. Donc une description physique qui est devenue un peu plus aussi une description mentale, en fait, pour Philippe Lançon. Alors on a Johanna Cardozo qui nous dit bonsoir du Brésil. Eh bien bonjour de France. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors donc on a parlé beaucoup de l'histoire. Alors on a parlé un peu de l'écriture, mais alors moi je voulais juste partager que ça m'a fait pas mal penser au mémoire de Charles de Gaulle que j'avais lu au lycée pour passer le bac. Et c'est fou en fait parce que pour moi c'est vraiment assez similaire dans le sens où Charles de Gaulle par exemple avait un joli style très technique. Alors c'est pas tout à fait le même style là, c'est beaucoup plus agréable de lire je trouve personnellement de lire Philippe Lançon que de lire Charles de Gaulle, mais il y a ce côté où on peut pas juger ce livre selon des règles de littérature habituelles. On est obligé de le voir comme un témoignage et le juger par rapport à ce qu'il raconte, et c'est difficile d'avoir un avis en fait sur la manière dont il a été écrit, parce qu'au final c'est assez secondaire en fait. Oui, et en même temps, j'ai trouvé l'écriture assez belle, et c'est notamment en vous écoutant lire les passages. C'est marrant parce que je trouve qu'il y a vraiment une résonance totalement différente entre lire le livre et écouter quelqu'un le lire. Et les mots qu'il a choisis sont beaux. Et il y a autre chose, c'est que il arrive vraiment à mettre des mots sur ses sensations. Ça c'est assez... C'est vraiment admirable. Enfin, moi, j'ai rarement lu un bouquin comme ça où j'avais une telle proximité avec la douleur physique et psychologique. Là-dessus, je l'ai trouvé très très fort au niveau de l'écriture. Puis je trouve, comme tu disais, l'écriture en plus elle est très fluide parce on a l'impression qu'il écrit comme il parle en fait. On est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, on est vraiment dans sa tête, on est avec lui à chaque étape, pour chaque pensée, et du coup ça se ressent beaucoup dans l'écriture, et qui est évidemment très belle. On sent qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de références littéraires, on sent que c'est quelqu'un de très érudit, qui a un vocabulaire très riche, etc. Mais je trouve que quand même, il sait rester... c'est pas trop c'est pas trop technique, et ça nous permet nous de vraiment l'accompagner à travers toutes ces étapes de sa vie et de sa reconstruction.
Alors, on a Abou Bakrin qui rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Philippe Lançon, quand il écrit, ne ressent ni haine ni rage, ce qui peut paraître étonnant. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort. Oui, et en même temps, je pense que ça doit être nécessaire pour lui, parce que en fait, ça s'est passé. Donc, s'il veut avancer dans sa vie, je pense qu'il n'a pas eu d'autre choix que de mettre de côté cette rage et cette haine, parce qu'au bout d'un moment, on ne vit plus en fait. Ça fait aussi partie de sa reconstruction psychologique. Après, je ne vais pas parler pour lui, hein, mais j'essaie de me mettre à sa place. Je pense qu'on a tous essayé de se mettre à sa place à un moment donné en lisant ce livre. Et c'est vrai qu'on se demande tous qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, en fait, si on avait vécu une telle chose. Est-ce qu'on aurait été aussi fort mentalement? Sincèrement, moi, je ne suis pas sûre. En le lisant, et comme je disais tout à l'heure, les moments de plainte sont vraiment très rares. Et donc, on dirait que pour lui, en fait, non, je ne peux pas dire que c'est rien, mais c'est comme si ça ne prenait pas toute la place. Et déjà, rien que ça, est-ce que j'aurais été aussi forte? Je ne suis pas sûre, déjà. Alors, je vous le rappelle, on parle aujourd'hui du Lambeau de Philippe Lançon. N'hésitez pas à partager vos commentaires si vous l'avez lu, à poser vos questions si jamais vous voulez le lire. On en parle aujourd'hui en direct, donc n'hésitez pas. Alors d'ailleurs, moi je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire en fait? Est-ce que vous attendiez par exemple à plus de détails sur l'attaque? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y en avait déjà trop? Est-ce que vous ne vous attendiez pas du tout à ce récit à l'hôpital? Parce que moi, par exemple, je ne m'attendais pas à ce qu'en fait, on passe autant de temps sur l'hôpital. Parce que bon, du coup, je le redis, moi, j'ai lu environ 45 pages du livre, mais ensuite, je l'ai quand même survolé, donc j'ai une bonne idée de globalement comment tout était réparti, et j'ai quand même une idée de tout ce qui s'est passé jusqu'au bout. Mais vraiment, la partie hôpital est en fait énorme, parce qu'en fait, ce livre, c'est... sur sa reconstruction. D'ailleurs, le Lambeau fait référence à un terme médical. Donc l'idée, c'est vraiment, l'idée de ce livre, c'est pas parler de l'attentat en lui-même que des répercussions avant, après. Et c'est là où, du coup, ça répond un peu aux questions des internautes tout à l'heure quand ils disaient est-ce que c'est pas un livre pour faire de l'argent? Peut-être que si c'était un livre pour faire de l'argent, il aurait passé davantage de temps à passer de l'attentat, à parler de l'attentat, oui. Etc. Là, c'est vrai que la plus grosse partie du bouquin, c'est-à-dire les 400 pages, je pense qu'il y a 100 pages qui parlent avant l'attentat et de l'attentat. Après, tout le reste, c'est sa convalescence. Et en effet, on n'en parle pas plus que ça. Et sincèrement, c'est pas plus mal, en fait, parce que l'attentat, on en a déjà entendu parler. On sait, même si ça nous donne un autre point de vue, parce qu'en effet, il a assisté à ça, donc voilà, c'est un autre point de vue. C'est intéressant, c'est très dur aussi. Mais en effet, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment lui, il a vécu ça, comment il s'est reconstruit. Et ouais, moi, ça me va, pour le coup. Merci Hélène. D'ailleurs, je propose qu'on conclue ce live là-dessus. Donc peut-être rapidement, est-ce que vous pourriez revenir en quelques mots sur est-ce que vous recommandez ce livre ou pas? C'est à double tranchant. Je pense que ce livre peut être beaucoup apprécié, comme ça peut être une torture. Ça doit dépendre un peu de l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous le lisez. Après, sincèrement, oui, c'est un livre essentiel. C'est une belle écriture, c'est un acte très courageux. Et voilà, je ne sais pas si je le recommanderais, mais moi, personnellement, je ne regrette pas de l'avoir lu, de m'être un peu forcé, par contre, hein, je vous le dis, pour aller jusqu'au bout, mais je ne regrette pas. Pareil, en fait, je me permettrais ni de le recommander ni de ne pas le recommander. C'est-à-dire que je pense que, voilà, moi, comme disait Hélène en début de live aux internautes, c'est moi qui suis allée la trouver en lui disant « Ah, tu as ce livre ?» parce que je l'avais vu sur son bureau en disant « Ah, j'aimerais bien le lire, mais pourquoi j'avais envie de le lire ?» C'est parce que je savais que c'était un témoignage important d'un moment qu'on avait tous connu. Et j'avais, je pense pas que ce soit ni du voyeurisme ni quoi, mais j'avais envie de comprendre certaines choses, d'aller plus loin, d'approfondir certains passages. Et comme Ophélie et Hélène, hein, il y a eu des moments compliqués, c'était éprouvant à lire, mais je suis quand même contente de l'avoir lu, pas forcément pour toute la partie sur l'attentat, mais plutôt pour comprendre la reconstruction de Philippe Lançon, et puis
tout ce côté réel, en fait, on est vraiment ramené au fait que ça peut arriver à n'importe quand, à n'importe qui, n'importe où. Et je trouve que c'est important. Et c'est un témoignage qui est bouleversant. En fait, je pense que c'est difficile d'en parler effectivement pendant des heures et des heures. Oui. Et soit on a envie de le lire, soit on n'a pas envie. Mais en tout cas, comme tu le disais, si on en a même un tout petit peu envie, on peut l'avoir dans sa bibliothèque, lire peut-être un passage à un moment, un autre passage à un autre moment. Enfin, je veux dire, le reposer, voilà, le prendre ses esprits. On n'est pas obligé de le lire d'une traite. Ces 500 pages qui sont parfois douloureuses. Moi, je pense que c'est un livre que je reprendrai dans peut-être 5 ans. Je dis ça un peu au pif, mais quand moi je serai prête, parce que je pense que c'est un livre qui est très bien, mais c'est juste que pour moi c'était trop réel, trop tôt, trop à nu. Et c'est un livre qu'on peut lire, pour moi, que si vraiment on en a envie. Oui. Et donc c'est pas un livre qu'on va prendre au hasard et au bout de quelques pages se laisser persuader de le lire. C'est soit on en a envie, soit on n'en a pas envie. Donc moi je pense qu'un jour j'en aurai envie peut-être. Je suis pas sûre, je ne sais pas. Parce qu'en fait comme j'en ai déjà lu un peu le début, je sais pas si du coup j'aurai envie de lire celui-là. Mais le jour en tout cas où j'aurai envie de lire des témoignages sur les attentats, je pense que c'est vraiment un livre à lire parce que il est sans concession. Et ça, son regard à lui est quand même est vraiment très très intéressant et on comprend vraiment le besoin qu'il y a de se reconstruire après une épreuve comme ça et à quel point c'est vraiment quasi impossible. En tout cas, ça permet vraiment de plus voir ces noms comme des noms, mais de voir ces noms comme des gens. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment très important parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on avait. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler, pour terminer, de la prochaine ? Voilà. Parlons de plus léger. Voilà. Réjouissons-nous un peu. On vous a dit qu'il y avait une bonne nouvelle tout à l'heure. Non, mais voilà, parce que c'est vrai qu'après Gabriel Talent, après Philippe Lançon, bon, on est quand même au mois de juillet, c'est l'été, c'est sympa. On avait envie de faire quelque chose d'un peu plus léger pour le mois de juillet. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de sondage d'ailleurs sur le club des lectures. Certains nous ont demandé. Donc, Oui, voilà, vous avez la réponse. En fait, on voudrait faire vraiment une vidéo sur les lectures de l'été. Donc on va venir avec Ophélie, donc c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, à 20h, on viendra avec 3 livres chacune et on a aussi fait un peu le tour de la rédaction du Figaro pour aller voir les journalistes pour savoir ce que eux recommandaient. Donc on a des polars, on a des BD, on a des romans français. On allait repartir avec une longue liste de Noël un petit peu en avance. C'est moi personnellement pareil dans les livres qu'on nous a recommandés, il y en a plein que j'ai envie de lire. Oui, pareil. Voilà. On va vous faire une petite liste de Noël. Donc voilà, on vous redonnera le rendez-vous donc sur le club des lectures très rapidement. Comptez sur nous. Et puis voilà quoi. Alors je vais juste rapidement quand même parce qu'on a je suis vraiment désolée, j'arrive pas du tout avec ce prénom aujourd'hui. Abou Bakrine qui nous dit qui nous remercie en tout cas pour le live. Donc merci à vous d'avoir posé les questions. Et qui dit que justement il va lire le livre qu'il est en train de suivre depuis sa chambre médicalisée. Donc effectivement je pense que c'est un livre, ça va être assez fort parce que forcément il y a un rapport d'expérience, ça va être très fort. Merci aussi à Christine Grabet qui nous dit que c'est un livre à recommander pour elle, pour comprendre un peu mieux ce que peuvent ressentir des personnes ayant vécu ayant vraiment vécu les attentats, pas juste de l'extérieur. Ce que tu disais, en effet, mettre un nom sur les gens. Tout à fait, un visage. Et Louise Charrette qui nous dit belle écriture qui traduit son sens de l'émotion, d'une sensibilité et d'une belle humanité. Et c'est vrai que c'est ce qui ressort vraiment très très fort du livre, c'est les portraits, les gens, cette vision qui est sans concession, mais qui rend quand même les humains beaux, quoi. Et c'est beau d'avoir encore de l'espoir après ça. Moi, ça m'a beaucoup touchée, quoi. Oui. Merci beaucoup, Jérôme J. Merci à vous. On vous retrouve du coup la semaine prochaine, parce que ce live dont on vous a parlé sur les lectures d'été, c'est la semaine prochaine. C'est jeudi à 20h. Oui. Voilà, donc, ou 20h30. Ou 20h30. On vous redira. Pas encore. Mais en tout cas, c'est vers 20h. Donc on vous retrouve tout à fait ici. Donc sur la page du Figaro ou sur Facebook. Puis merci à Valentine d'être venue nous avoir troisième live. Pour cette lecture, on a eu tout un peu de mal, mais qu'on est parvenu à terminer. Tu reviendras pour un livre plaisir. plus léger. Ah oui, mais voilà, vous me promettez que la prochaine fois, c'est un peu plus court et un peu plus léger. C'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Bonne soirée.